Pour notre second débat autour de deux questions, les sondages servent-ils la démocratie? Faut-il en revoir les règles d'usage? C'est le thème d'un colloque qui se déroulait en cet après-midi au Sénat. On va évidemment en débattre avec d'autres invités, d'autres experts. Mais d'abord, pourquoi les sondages sont-ils contestés? Constat de défiance avec Yann Effelé. La date est encore dans toutes les têtes. Le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen se qualifie au second tour de l'élection présidentielle. Un séisme politique et un traumatisme pour les instituts de sondage. Aucun n'avait projeté le Front National devant le candidat de gauche. Dans les reportages de l'époque, une question revient en boucle. Comment les sondeurs n'ont-ils pas pu prévoir la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour? C'est à cause, disent-ils, de la limite de l'outil. Car le problème le plus épineux est le phénomène du vote honteux. L'électeur du FN vote tout bas et ne le dit à personne, d'où l'obligation de corriger les résultats de l'enquête. L'événement est vécu comme un échec des sondeurs et les instituts se lancent dans une quête de fiabilité. Depuis, les résultats à la présidentielle diffèrent très peu des projections. Pour les élections locales, en revanche, les sondages peuvent faire naître de faux espoirs. Comme en 2021, lors des dernières élections régionales. Les enquêtes projetaient le RN en tête dans au moins 6 régions. Mais après le dépouillement du premier tour... Ce soir, nous ne prendrons pas de région. En cause cette fois-ci, une abstention record. 2 électeurs sur 3 ont déserté les urnes. Il y a matière à continuer à progresser en matière d'amélioration des sondages. Et encore une fois, c'est aussi lié à la problématique de l'abstention. On sait que malgré les progrès qui ont été faits, mesurer correctement l'abstention dans un sondage, c'est pas évident. Il y a ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale, le fait que les gens n'osent pas dire qu'ils sont des abstentionnistes à la norme du bon citoyen. Et donc c'est beaucoup plus difficile, dès lors qu'il y a beaucoup d'abstention, de correctement prévoir. Ces difficultés à mesurer l'opinion des Français, certains candidats ont décidé de l'exploiter. Éric Zemmour notamment lors de la dernière présidentielle. Au début de la campagne officielle, il est mesuré à plus de 13% d'intention de vote. Les semaines qui suivent, la courbe baisse, alors le candidat n'hésite pas à faire la promotion de sondages qui n'en sont pas, en les présentant comme des enquêtes d'opinion. Une manière pour lui de remobiliser ses militants. Je vous présente tout de suite mes invités pour ce second débat. Adélaïde Zulfikar-Patsik, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice de BVA Opinion. Éric Kerrouche, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Sénateur socialiste des Landes, à l'initiative de ce colloque sur la pertinence et le rôle des sondages dans notre démocratie. Antoine Bristiel, bonsoir, bienvenue. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès et professeur agrégé de sciences sociales. Mathieu Croissando est resté à mes côtés, évidemment. La Fondation Jean Jaurès qui est partenaire de ce colloque avec Public Sénat. Éric Kerrouche, je commence avec vous. Pourquoi un tel rendez-vous? Qu'est-ce qui vous a semblé important? Et peut-être aussi dans la temporalité, c'est bien de le faire maintenant, un peu au calme? C'est ça, c'est un bon résumé. C'est toujours bien de parler après la tempête. La tempête, c'est en général quand on discute de l'ensemble des enquêtes d'opinion pendant la phase électorale, aussi bien les présidentielles, voire les législatives. Et l'idée, c'est de reprendre le sujet au calme, en tenant compte de l'évolution récente des méthodes de sondage, en tenant compte éventuellement des difficultés qui peuvent apparaître, de l'utilisation qui peuvent être faits, qui peut être fait des sondages, on vient de le voir, et donc de réfléchir collectivement à ce que représente l'enjeu des sondages dans le débat démocratique. 467 sondages pour la présidentielle cette année, c'est un peu moins qu'en 2017. Adélaïde Zulfikar-Patsik, est-ce qu'on reste sur des niveaux qui vous semblent anormalement élevés? Alors, tout est question de... Tout dépend de quoi on parle? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que la norme? Quel sondage on parle? Non, mais qu'est-ce que la norme? Non, je pense que vous parlez vraiment des sondages d'intention de vote tels qu'ils sont comptabilisés par la commission des sondages. On a du coup et effectivement, on a plutôt assisté à une tendance à la hausse, mais qui s'explique par plusieurs facteurs. Il y a un facteur tout simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'acteurs. Il y a à la fois plus de médias qui sont en demande de sondages, mais il y a aussi plus d'instituts qui produisent des sondages, tout dans un contexte où, parce que les méthodes de recueil ont évolué, on est sur un coût d'entrée, on va dire, qui est moindre que par le passé. Donc voilà, donc on a une multiplication des enquêtes, aussi parce que on a maintenant parfois des primaires, donc il y a des enquêtes avant la campagne elle-même. Donc voilà. Donc est-ce que c'est normal ou pas normal? C'est normal au regard de la tendance du marché. En revanche, est-ce qu'on peut s'interroger sur... Oups, j'ai perdu ma boucle d'oreille. On peut s'interroger sur est-ce que c'est embêtant ou pas. Chez BVA, on n'est pas partisan d'une surenchère d'enquêtes, et voilà, je pense que on en reviendra pendant l'émission, mais tout est question de
la place qu'on donne au sondage intention de vote. Un sondage, pour moi, c'est pas un contenu éditorial à part entière. Ça doit jamais être un contenu sur lequel on fait sa une, on titre et voilà, ça vient éclairer une campagne électorale, ça vient raconter quelque chose de la façon dont la société évolue, dont les opinions se forgent, mais voilà, la placer au cœur de la campagne. Alors c'est aussi le symptôme d'autre chose, peut-être du déficit du débat idéologique, etc. Mais voilà, pour résumer, donc c'est normal au regard de l'évolution du marché, mais peut-être qu'effectivement on peut s'interroger sur la volumétrie au regard des enjeux démocratiques. Et on posera évidemment la question de l'usage que les médias en font. Antoine Bristiel, vous parliez de primaires, mais finalement il y a eu moins de primaires dans cette campagne présidentielle 2022 qu'en 2017. Donc est-ce que les sondages ont un peu pris la place de certaines de ce processus de désignation des candidats ? Oui, c'est sûr que ça joue. Ça va avoir évidemment une influence sur la façon dont les candidats vont être traités dans les médias, dans la façon dont, du coup, ils vont être perçus par l'opinion publique. Et il va y avoir une présidentialisation de certaines personnes qui va être liée justement à la place qu'ils ont dans les sondages. Après, on peut voir que ça peut avoir des effets pervers. Par exemple, Xavier Bertrand, qui était donné comme étant le candidat le plus à même de mener les Républicains vers la victoire et qui s'est craché en vol aux primaires de la droite. Donc il peut y avoir cet effet-là qui n'est pas non plus de dire que si la personne est dans un premier temps dans une bonne position dans les sondages, elle va terminer automatiquement en première position derrière au moment du vote. Les sondages façonnent l'opinion forcément, Éric Kerrouche. Est-ce qu'ils peuvent faire gagner une élection ? Je ne crois pas qu'ils peuvent faire gagner une élection. Une élection se situe aussi dans une campagne électorale, et il n'y a pas que les sondages. Il y a la dynamique, il y a la façon dont un ou une candidate arrive à entraîner derrière elle, par ses propositions, par la résonance de ses propositions avec les attentes de la population. Et en cela, il ou elle peut être éclairé par les sondages. Mais le sondage, à lui seul, ne suffit pas. En revanche, il peut avoir un effet négatif, ce sondage, c'est qu'il peut éliminer a priori des candidats ou empêcher qu'ils se présentent. Je vous donne un seul exemple qui est important. Ouais. Pour pouvoir se présenter au présidentiel, les ressources des partis politiques ne suffisent plus. Et donc, il faut de l'argent. Pour avoir cet argent, les différentes banques demandent désormais qu'on ait un sondage à au-dessus de 7% dans 3 sondages différents, par 3 instituts différents. Ça veut dire donc que le sondage participe indirectement de la présélection de certains candidats ou de certains candidats. Et en même temps, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu pendant cette campagne des candidats empêchés parce qu'ils n'auraient pas pu décrocher leur prêt à cause des sondages. Même les gens qui étaient les plus bas, je pense à Anne Hidalgo, je pense à Fabien Roussel, à Yannick Jadot, à un moment où on s'est posé la question, pas au moment, cela dit, où il a contracté des prêts, mais parce qu'il était au-dessus. Tous ces gens-là ont pu se présenter. Alors, tout à fait, sauf que, j'allais dire que vous ne faites pas la campagne dans les mêmes conditions. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous disposez d'un capital de 8 millions ou d'un capital de 3, je ne dis pas que ça suffit à gagner l'élection présidentielle. Je dis simplement que... Vous dites qu'on n'obtient pas le même prêt, c'est ça ? Non, je dis pas la même quantité d'argent. Je dis simplement qu'on ne peut pas mobiliser du tout la même quantité d'argent parce que, justement, on n'a pas obtenu de prêt et que on paye d'une certaine façon deux fois l'addition. Parce que d'une part, on n'accède pas à un prêt supérieur, et d'autre part, le fait même qu'on n'y accède pas a des effets en retour, et c'est un cercle vicieux qui peut s'enclencher. Ouais. Je voudrais qu'on parle évidemment... Vous vouliez intervenir, non, allez-y. Simplement dire, le sénateur Kerrouche l'a dit, il a dit les sondages jouent un rôle indirectement. Donc c'est pas de la faute des... Sur la façon de façonner l'opinion, vous voulez dire ? Oui, ou sur la sélection des candidats, que ce soit la question des prêts bancaires, ou c'est la question que vous posiez initialement sur la question du mode de sélection des candidats. Le sondage vient compenser un système qui est défaillant. Quand le fait qu'un parti se tourne vers un sondage pour voir émerger son candidat, pour moi, c'est un défaut de... Ouais, ça montre qu'il y a un vide idéologique, il y a un problème de désignation, il y a un problème de leadership, il y a le problème du parti. Et si les banques optent pour ce mode de désignation, il faut légiférer envers les banques, pas envers les instituts de sondage. Je ne cherche pas à me défausser, mais je pense que... Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites sur la faiblesse idéologique des partis, qui donc, c'est quoi ? Le sondage, c'est un casse-misère, en quelque sorte, quoi. Oui, mais je pense qu'à l'époque où Nicolas Sarkozy dirigeait l'UMP et s'imposait comme le candidat naturel, il n'y avait pas tous ces questionnements sur qui est le mieux placé dans les sondages. Ça montre qu'aujourd'hui, il y a un problème de leadership et sans doute, effectivement, de leaders qui soient prêts à porter les idées et à incarner un parti, il me semble.
Je pense que ça a un impact aussi différent selon le mode de scrutin, le sondage au moment d'une élection. Quand vous êtes sur un système à la proportionnelle, bon, vous n'avez pas cet enjeu-là. Alors que là, quand vous êtes dans un système à 2 tours, il y a quand même cet enjeu de savoir est-ce que le candidat qui est le plus proche de vos idées est à même de pouvoir accéder au second tour. Et on voyait justement que il y a à peu près un tiers des Français qui disent qu'au moment du premier tour de la présidentielle, ils n'ont pas voté pour le candidat qui était le plus proche de leurs idées, mais pour celui qui était le plus à même de se qualifier, enfin dans un cercle de valeurs commun, mais qui n'était pas forcément le plus proche de leurs idées. Ce qui montre bien que c'est le sondage qui va déterminer pour celui qui est le mieux positionné, celui qui est le moins bien positionné. Il y a évidemment un effet de ralliement de dernière minute, de vote stratégique vers celui qui est le plus à même de permettre au camp d'accéder au second tour. Oui, c'est la question du vote utile. Je propose qu'on récupère la réaction de Fabien Roussel parmi les éléments qu'on avait prévus pour ce débat. On l'avait prévu un peu plus tard, mais écoutez bien parce que c'est exactement ce que vous nous décrivez. Fabien Roussel, qui à un moment de sa campagne bénéficie, alors je ne sais pas quel terme employer, on peut dire d'un effet de mode. En tout cas, il y a vraiment un intérêt autour de sa candidature. Et puis là, on est à 3 jours du premier tour. On est le 7 avril. Écoutez ce que dit le candidat du Parti communiste. Il y en a qui disent qu'il faudrait aller voter pour celui qui a le plus de chances d'être au second tour. Je vous dis ça parce que vous allez l'entendre. Eh bien, il faut leur répondre. La présidentielle, une élection présidentielle qui détermine la politique de la France dans les 5 ans qui viennent, c'est pas du billard à 2 bandes. C'est pas une question de chance. Il ne faut pas ramener la politique à ça. C'est une question de conviction, c'est une question de projet, c'est une question d'idée, de sincérité, d'authenticité. Bon, malgré son énergie, ce qu'il voit venir arrive évidemment, puisqu'on a un Jean-Luc Mélenchon à 21,7% des suffrages au premier tour de la présidentielle. Antoine Bristiel, alors c'est de la politique fiction absolue, mais imaginons une élection sans sondage. Est-ce que ce phénomène se produit ou pas ? C'est impossible à dire en fait. C'est complètement impossible à dire parce que vu que les sondages existent et que c'est pas le sondage en lui-même, mais c'est aussi tout le traitement médiatique du sondage et toute la façon dont les candidats vont être traités dans les médias par rapport à ces sondages-là. Et on voit que généralement un candidat qui est à 1, 2, 3%, la question à laquelle il est toujours ramené par les médias, finalement, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Oui, pourquoi vous êtes là ? Rentrez chez vous. En fait, vous serez plus utile. Et ça, c'était le cas avec le candidat du Parti socialiste, même avec la candidate du Parti socialiste, le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Donc, évidemment, si les sondages n'existaient pas, s'il n'y avait pas cette chose-là, ce serait impossible à dire finalement si la campagne se déroulerait de la même manière ou non. Mathieu, il faut rappeler que les sondages, c'est quand même une photographie de l'opinion à un instant T. C'est pas prédictif, on le répète sur chaque plateau, mais il faut quand même le redire. Et moi, je veux bien croire qu'une campagne sans sondage, tout le monde aurait eu plus de chance et on aurait vu des trucs incroyables. Je n'y crois pas une seule seconde, parce que les sondages, c'est une photo, et ensuite, il y a des dynamiques de campagne, et ensuite, il y a une attention médiatique. La dynamique de campagne, elle se fait quand vous avez une offre politique qui correspond à une demande politique. Si vous faites une offre politique qui ne correspond à aucune demande, exemple, Anne Hidalgo, mais vous ne rencontrez aucun écho. C'est pas la faute au sondage, c'est pas la faute aux médias. Elle a démarré plutôt haut dans les sondages. Elle a sorti un livre qui n'a fait aucun flop parce qu'il n'a intéressé personne. Et ensuite, dans sa campagne, elle n'a pas réussi à toucher, c'est pas elle et son entourage. En tout cas, ça ne répondait pas à une demande politique des Français, donc ça a fait un flop. Et vous prenez d'autres candidats qui ont trouvé un créneau politique, on en reparlera, Zemmour. Roussel, à un moment, a plus parlé à la gauche qu'Anne Hidalgo ne lui parlait. Et alors, donc, il y a la dynamique de campagne. Est-ce qu'il y a du monde dans les meetings? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que les gens parlent des propositions qui sont avancées par les candidats? Ça, c'est pas juste sondagier, c'est des choses réelles d'une campagne politique. Et puis ensuite, il y a l'attention médiatique, et elle peut se porter sur des petits candidats. Au-delà des sondages, Fabien Roussel a bénéficié d'une attention médiatique à un moment. De M. Lassalle, Jean Lassalle, j'ai oublié son prénom, a bénéficié lui aussi à un moment, parce qu'on se disait comment ça se fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont, même si c'est dans des salles de 100 personnes, il y avait beaucoup de jeunes, donc il y a eu une concentration un peu médiatique sur ce que racontait Jean Lassalle et pourquoi ça trouvait un écho dans certaines parties de la population. Donc oui, il y a les gros candidats, mais les petits aussi, c'est pas parce qu'ils ont des mauvais sondages qu'on ne parle jamais d'eux. Ouais. Éric Kerrouche, ça veut dire que la dynamique de campagne est quand même plus importante que la multiplication des sondages, oui ou non? Bah oui, parce que, s'agissant de la gauche, alors forcément, je ne serais pas d'accord, parce que moi, j'ai vu aussi une Anne Hidalgo combative, malgré et en dépit de son résultat. Mais il y avait, mais justement, et j'en viens au deuxième point, c'est le fait qu'il y a derrière aussi des candidatures individuelles, des attentes. Or, il s'avère que quand vous regardez justement les différentes enquêtes d'opinion, une attente forte des électeurs de gauche, c'était de ne pas avoir une kyrielle de candidats, mais d'avoir une ou un candidat. Et d'une certaine façon,
ce sont cette fois-ci les enquêtes d'opinion qui ont, ce qui était dit tout à l'heure, qui ont réglé les dissensions par sondage interposé. Et l'unité, elle s'est aussi reconstituée derrière en tout cas, le résultat de Jean-Luc Mélenchon, parce que la question du vote utile, la question de l'accès au deuxième tour, et simplement dans une tripartition d'espace politique, la possibilité pour la gauche d'être au deuxième tour, manifestement, ne s'incarnait que dans cette possibilité. Et c'est vrai, certains électeurs ont jeté un petit peu ce qui pouvait être leur réserve pour faire en sorte de... Oui. Adélaïde Zulfi Karpasic, j'y arrive une fois sur deux. Bravo, il est très fort. Ce phénomène Mélenchon, ce vote utile Mélenchon, il apparaît combien de temps? C'est quoi? C'est quelques jours? C'est 10 jours? C'est, si on essaye de se mémoriser ce qui se passe dans la première quinzaine du mois d'avril? Oui, je pense même qu'on pourrait la dater avant, parce qu'en fait, elle rejoint une autre question qui est celle de... Alors, il y a plein de sujets qu'on a abordés d'ailleurs cet après-midi lors du colloque, mais la question de à partir de quand est-ce qu'on fait des intentions de vote et quand est-ce que les mesures deviennent intéressantes. Mais il y a un fait qu'on a observé tout au long de la campagne, y compris de la pré-campagne, qui était la question de la sûreté de choix. Et on dit qu'il est de plus en plus difficile de mesurer les intentions de vote, notamment dans la dernière ligne droite, parce que les électeurs se décident de plus en plus tard. Il y a une volatilité croissante des électorats, et cette volatilité, on s'est aperçu très vite dans la campagne qu'elle était beaucoup plus forte chez les électeurs de gauche que chez les électeurs soit d'Emmanuel Macron, soit de droite. Et on avait un électorat de Marine Le Pen qui était assez robuste et solide depuis le début. L'électorat d'Emmanuel Macron a été quand même assez vite solidifié. On avait son socle de soutien derrière lui. En revanche, on a eu un électorat de gauche, que ce soit pour les électeurs qui avaient plutôt l'intention de voter pour Anne Hidalgo ou Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon, on avait un taux de sûreté de choix qui était moins important, qui était très friable, autour de 50%, et ça a duré très longtemps, ça a duré jusqu'à la fin de la campagne, donc on sentait bien qu'il y avait une porosité entre ces électorats et que la bascule, elle pouvait se faire à n'importe quel moment, y compris à la fin. Mais j'aimerais juste rejoindre la question que vous avez posée tout à l'heure sur la question de la politique fiction. Une campagne, son sondage, il reste quoi? Un sondage, la loi de 2016 le définit de manière très précise juridiquement. C'est une enquête statistique qui repose sur la représentativité. Vous supprimez les sondages, très bien, admettons. Il reste quoi? Il reste quand même les réseaux sociaux, les fake news, les candidats qui vont dire... Enfin, il reste Éric Zemmour qui va pouvoir dire « Moi, d'après mon outil, je suis le mieux placé ». Et donc, la question de l'impact et de l'influence d'autres sources d'informations moins objectives qu'une enquête statistique, elle se pose. Donc, l'outil sondage, il est imparfait, mais il est, on va dire, celui qui permet le plus d'objectiver un phénomène et de donner une information cohérente à un électeur. Alors, puisqu'on parle justement d'Éric Zemmour, Mathieu, est-ce qu'il a été un phénomène sondagier ? Moi, je trouve que ce serait trop court, trop facile. On a beaucoup entendu qu'Éric Zemmour était une créature sondagière, une créature médiatique, sans que les mêmes qui théorisaient à l'automne 2020 un complot ourdi au sommet de l'État. Alors vous aviez au choix, soit pour faire diversion, soit pour diviser l'extrême droite, soit pour faire diversion et diviser l'extrême droite. Ceux-là même qui nous expliquent ça n'ont jamais été fichus de nous expliquer la déconfiture d'Éric Zemmour dans les mêmes sondages au printemps 2022. Il y a 15 ans, les mêmes avaient supputé les mêmes choses à peu près sur l'ascension de Ségolène Royal. Vous vous souvenez, qui était une créature sondagière, une bulle médiatique. Il se trouve qu'en fait non. L'irruption et la progression d'Éric Zemmour correspondent d'abord à une offre politique, celle d'une droite identitaire et conservatrice qui a su se créer un espace entre un lepéniste qui était trop dédiabolisé pour les uns et des républicains qui étaient trop démonétisés pour les autres. Et surfant sur la critique de la mondialisation et de ses effets, sur la politique européenne et ses gâchis, sur la crise migratoire aux frontières et la montée du fait religieux, notamment musulman sur notre territoire, Éric Zemmour a su trouver des boucs émissaires et proposer une approche nationaliste et nostalgique qui a su séduire tous ceux en gros qui pensaient que c'était mieux avant. Et ce qui est marrant, c'est que son talent de plume d'ancien éditorialiste, sa verve, et ainsi qu'un talent pour le coup insoupçonné d'orateur dans les meetings, on se disait qu'est-ce que ça va donner, ça va plutôt performer. Mais tout ça, ça a fait le reste qui expliquait sa montée. Oui, et avec le recul du temps, c'est aussi notre luxe dans ce débat. Comment expliquer à la fois son ascension et puis sa dégringolade dans les sondages en quelques mois, en 6 mois de temps? Mais c'est avec de phénomènes nouveaux. Zemmour est passé en moins de 2 mois au statut d'alternative, alors qu'il n'avait rien dévoilé de son projet. Vous vous souvenez, on l'a même vu qualifié pour le second tour devant Marine Le Pen, avant de se fracasser au printemps sur l'incohérence de ses réponses et des solutions qu'il proposait. De ce point de vue, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les instituts de sondage n'ont fait que photographier à la fois cette curiosité, puis cet appétit,
puis cette déception, comme ils l'ont fait pour d'autres. Vous prenez Valérie Pécresse, elle a suscité aussi une forme de curiosité quand elle a été désignée, une forme d'appétit et puis une forme de déception. Sauf que l'effet aura duré moins longtemps que chez Éric Zemmour. Et moi, je trouve que quand on regarde au final ce qui s'est passé, le candidat Éric Zemmour est un de ceux qui a été le moins mal estimé à la veille du premier tour. J'ai regardé les sondages qui le donnaient entre 8 et 9% en 4e position. Il a fait 7. C'est pas incroyablement en dessous, et il est arrivé en 4e position. Donc au final, c'était à peu près de chose son score, quoi. Alors ça nous permet de rentrer un peu dans le discours de la méthode, en quelque sorte. Éric Kerrouche, les sondages de l'automne 2021 qui mettent jusqu'à un Zemmour à 15%, voire plus en fonction des fourchettes. Mais, est-ce qu'ils ont du sens aussi loin du premier tour de la présidentielle, alors que les autres candidats sont pas déclarés, les programmes quasi pas connus, etc., etc. La réponse, c'est probablement pas, mais on en a discuté cet après-midi. La question, c'est quand est-ce que commence vraiment la campagne, quand est-ce que les gens sont intéressés, quand est-ce que l'offre est stabilisée. Parce que c'est exactement ce qui a été dit. La question, c'est que Éric Zemmour a proposé une offre ultra-identitaire, que je ne partage bien entendu pas du tout, mais qui peut faire écho à certaines attentes dans l'opinion, et que seule cette offre, à cette époque, était apparente. Et on ne parlait que des thématiques qui étaient celles proposées, j'allais dire, à l'agenda politique d'Éric Zemmour. Sauf que ces quelques propositions représentaient certes des éléments importants pour une partie de la population, mais pas pour le reste. Et quand d'autres sujets sont arrivés, comme celui du pouvoir d'achat, comme celui de la question sociale, voire de la question environnementale, eh bien dans ce cas-là, il s'est fait rattraper parce que cette offre ne le concernait plus. Mais on voit bien que, encore une fois, on parle des sondages, mais les sondages, c'est aussi le reflet de la politique. Et la politique, s'il n'y a pas d'offre, il y a un problème. Là, il y a eu une offre clairement identifiée. On a beaucoup parlé de Zemmour. Et de la même façon que, alors que c'était inattendu, l'union de la gauche, après les législatives, ou pour les législatives, a fait que le traitement médiatique s'est focalisé sur les thèmes de gauche en matière de redistribution, en matière environnementaux. Ça prouve qu'encore une fois, il faut porter des choses. Sinon, franchement, on n'a que des mesures, mais pas des valeurs. Je vous pose à l'un et à l'autre la même question sur le moment où on devrait, dans un monde idéal, commencer à publier et à analyser des sondages, Antoine Brixiel. C'est compliqué de le dire, mais en effet, plus vous êtes loin de la campagne, plus c'est compliqué de vraiment avoir une photographie précise de ce qui se passe. Déjà, pour la raison que vous évoquiez, c'est qu'on se base seulement sur les personnes qui sont certaines d'aller voter, et plus on est loin de la présidentielle, plus on est sur le pourcentage de personnes vraiment certaines de se déplacer est plus faible. Et la seconde raison par rapport à ça, c'est que l'offre n'est pas encore stabilisée. Les personnes se choisissent vraiment pour qui elles vont voter dans les dernières semaines, voire même dans la dernière semaine, les derniers jours avant le scrutin. Donc c'est des choses qui sont assez imparfaite, mais oui, je ne pourrais pas répondre précisément à votre question de fixer une date où on devrait commencer à arrêter les sondages, mais après, c'est peut-être aussi plutôt une préoccupation médiatique de se dire, oui, est-ce que c'est vraiment raisonnable quand on est en septembre, donc 8 mois avant l'élection présidentielle, de commander un sondage sur notre vote aussi loin. On y vient, ça va être le prochain chapitre, la responsabilité éditoriale, évidemment. Oui, et encore septembre, ça me paraît pas si... On y est déjà. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'allais dire, je ne saurais pas répondre à la question de à partir de quand il faut publier. Je peux peut-être plus répondre à la question de quand est-ce qu'il ne faut pas publier. Moi, je considère quand on est trop dans la politique fiction, justement, quand on est à 1 an et demi, 2 ans du scrutin et qu'on commence à avoir certains médias et ainsi de suite qui s'emparent d'hypothèses un peu farfelues. Moi, je pense que là, pour le coup, on dessert pas mal le débat démocratique. Et donc, se dire qu'on s'inscrit dans la pré-campagne, alors quelque part à l'automne mais effectivement, sans pouvoir le dater, quand il y a les premières candidatures qui se dessinent, quand l'offre commence un petit peu à s'éclaircir, même si elle s'est éclaircie très tardivement. Et si on attend le dépôt des listes officielles, on démarre excessivement tard. Donc, voilà. Mais en tout cas, se dire qu'on ne fait rien avant l'été qui précède le scrutin, ça me semble être au moins une ligne de conduite. Juste une chose, l'offre politique à l'époque ne s'est pas déterminée très très tardivement. Dès l'automne dernier, on savait qu'il y avait Jean-Luc Mélenchon, on connaissait le candidat écologiste, on savait qu'il y aurait une candidature socialiste, on savait qu'il y aurait un candidat républicain. Oui. Bon, on savait globalement, ils y étaient tous sauf le républicain.
On les connaissait tous, les autres, ils étaient tous testés. Après, il y a eu le moment Christiane Taubira. Voilà. Après, moi, je trouve ce qui est intéressant dans cette campagne, et comme dans la précédente, pour les instituts, c'est sans doute une difficulté, c'est qu'il y a des nouveautés. Des gens sur lesquels vous n'avez pas de recul, vous n'avez pas d'enquête à quoi les raccrocher. Je ne sais pas comment on mesure un Éric Zemmour, de la même façon que je ne sais pas comment on mesurait il y a 5 ans un Emmanuel Macron. À partir de comment ça se redresse, comment ça se corrige, à partir du moment où il ne représente pas un parti et il ne s'est jamais présenté. Là, il y a un vrai sujet de curiosité. Ça, c'était un défi ? Non, pas tant que ça. De redresser, comme dit Mathieu. On ne mesure pas Éric Zemmour et on ne mesure pas Éric Zemmour, on ne mesure pas Emmanuel Macron. On mesure une intention de vote, donc quelqu'un va nous déclarer. Et en fait, pour voir si c'est, et on corrige en fait notre échantillon, on regarde du vote passé, de même qu'on redresse notre échantillon sur la partie, on va dire. Là, j'essaie de faire de la méthodologie sans être trop rébarbative. Pour qu'on comprenne tous. Voilà, on veut que notre échantillon, il soit représentatif de la France. Donc, on veut faire une mini-France à l'échelle de notre sondage. Pour la partie sociodémographique, donc c'est-à-dire les critères de genre, d'âge, de région, de catégorie socio-professionnelle, on a des données. C'est l'INSEE. Donc, on sait comment notre échantillon doit être structuré à la virgule près. En revanche, il n'y a aucune donnée officielle qui dise la France, voilà sa couleur politique, il y a X% de gens qui sont proches du PS, X% de gens. Donc, la seule manière de redresser notre échantillon, c'est de se référer à l'élection de référence la plus proche. On demande aux gens qu'avez-vous voté à cette dernière élection, donc en l'occurrence la présidentielle, et puis on compare ce que les gens ont répondu dans l'enquête avec la réalité des résultats qu'on trouve sur le site du ministère de l'Intérieur. On dit ah là il y a un écart. Typiquement, je vais vous donner un exemple. En 2021-2022, les gens, il y a une partie de l'électorat de Fillon qui avait oublié qu'ils avaient voté Fillon. Donc on avait systématiquement François Fillon qui était sous-estimé. Donc on va remonter le poids des individus qui ont voté. Donc c'est par rapport au vote précédent qu'on redresse et c'est pas Éric Zemmour qu'on redresse. Et après du coup les individus nous déclarent qu'ils veulent voter à un instant T, mais on n'a pas d'enjeu de recréer un vote qui est nouveau. Mais ce qui est sûr, c'est que cette période-là de l'automne, les mois de septembre, octobre 2021, quand Éric Zemmour est au plus haut dans les sondages, ça questionne un certain nombre de médias, et notamment nos confrères de Ouest France. Ils prennent la décision, à ce moment-là, de couvrir la présidentielle sans publier aucun sondage. On va écouter l'un des directeurs départementaux du journal. C'était le 25 octobre dernier, chez nous sur Public Sénat, dans la matinale. Nous, on estime à Ouest France que ce n'est plus possible. Nous refusons de participer, comme le dit François-Xavier Lefranc, à cette grande manipulation qui consiste finalement à fabriquer l'opinion sans parler des propositions des candidats. Le cœur du métier de journaliste, c'est quoi ? C'est l'info. Et le sondage n'apporte pas d'infos. Il y a tellement mieux à faire, comparer les programmes des candidats, réaliser des portraits fouillés des candidats aussi, donner la parole, comme nous le faisons jour après jour dans nos 41 éditions aux habitants de nos territoires. Allez voir tous ces jeunes qui ne votent pas, réaliser des reportages, des enquêtes, de l'analyse. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire, croyez-moi. Éric Caouche, c'est un ménage à trois dont on parle. C'est les sondeurs, les médias et les politiques. Qui sont les plus accros, en quelque sorte ? Je pense qu'effectivement, il y a la question de l'offre et de la demande. Alors, en termes de dépendance, je ne sais pas où est le niveau le plus élevé. C'est clair que pour les acteurs politiques, c'est important parce que ça conditionne aussi des carrières, ça conditionne des possibilités. Mais pour revenir à ce qui vient d'être dit, le sondage, c'est ce que disait Adélie tout à l'heure, le sondage n'est qu'une information parmi d'autres. Et elle ne doit pas se substituer au reste. Donc, il n'y a pas de vraie opposition avec ce que dit le représentant de Ouest France. C'est que tout ce qu'il a dit qu'il faisait, il faut continuer à le faire. Et les sondages viennent donner des informations, les enquêtes d'opinion viennent donner des informations complémentaires. Mais penser que ces informations, à elles seules, suffisent, c'est bien entendu faux. Et c'est d'ailleurs le problème quand on se limite à ça, quand on éditorialise un résultat, c'est ça le problème. Oui, mais c'est vrai aussi, Antoine Brichel, que on ne le découvre pas ce soir, ça fait des décennies qu'on voit les programmes un peu passer au second plan, surtout dans une présidentielle, surtout avec le scrutin majoritaire à 2 tours, surtout avec la personnalisation. Enfin bon, voilà, on a brassé ces thèmes depuis de nombreuses années. C'est pas nouveau, mais il faut quand même le rappeler. Il faut le rappeler. En effet, en sciences politiques notamment, on différencie ce qui relève des enjeux politiques, alors la façon de traiter les programmes politiques dans les médias, et ce qui relève du jeu politique. C'est un peu la médiatisation de toutes les petites phrases entre les candidats, la médiatisation notamment des sondages, voilà, toutes les ralliements d'un tel et un tel à un parti. Et ce que l'on remarque, c'est que jamais le jeu médiatique n'est aussi important que dans une période électorale au moment de la présidentielle.
Et qu'à côté de ça, on a une augmentation croissante de la part prise par cette focalisation sur le jeu médiatique au détriment des enjeux médiatiques par les médias au moment des élections. Alors que c'est le moment où il faudrait au contraire se plonger dans les programmes. Il faudrait parler des... Et donc, et disons que c'est une sorte de cercle vicieux, parce que on va demander aux candidats de réagir sur le fait qu'il soit monté dans un sondage, qu'il soit descendu. Donc le candidat va être plutôt aussi amené à parler de ces choses-là. Donc ce qui peut avoir aussi un effet plutôt négatif. Mais ça, c'est aussi parfois une facilité journalistique, Mathieu. C'est-à-dire que tous les journalistes et tous les médias ne se contentent pas de la course de petits chevaux. C'est un cliché absolu pour le coup. Moi, alors on va dire que je prêche pour ma chapelle, mais j'ai trouvé que pendant cette campagne, on a eu des émissions à des heures de grande écoute qui duraient parfois 2 heures, 3 heures, sur des questions de fond. On ne demandait pas juste aux gens pourquoi ils étaient comme ci, comme ça. Des débats. Beaucoup de journaux tous les soirs ou presque. Beaucoup de journaux ont fait des numéros spéciaux. On a parlé pendant cette campagne de pouvoir d'achat. On a parlé de nucléaire. On a parlé de politique étrangère, ce dont on ne parlait jamais avant. C'est comme tous les gens qui disent qu'il n'y a pas eu de campagne. Moi, je trouve qu'il y a eu une campagne. Mathieu, on a parlé des retraites. Mais à côté, on l'a fait ici ensemble. Mais à côté de ça, il y avait les Rolling. Alors, on va rappeler ce que c'est. C'est un sondage quotidien, c'est ça. Donc, ça, c'est une espèce de machine permanente de classement des candidats, le Rolling. Oui, alors je suis jamais très à l'aise pour en parler parce que nous on n'en pratique pas. On est plutôt chez BVA partisans de la parcimonie en termes de sondage et justement de l'ajout d'autres approches pour pouvoir étoffer un petit peu parce qu'encore une fois on considère que le sondage, Mathieu Croissando l'a rappelé, c'est une photographie à un instant T. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique, c'est vraiment le film, si vous voulez, sur la période, et c'est ce que ça nous dit d'une campagne électorale et des attentes des Français. Et donc nous on parle de la campagne et de ce que Antoine dit, la campagne a surtout traité le jeu politique plutôt que les enjeux. Mathieu Croissando dit l'inverse, mais les Français ont ressenti quand même une forme de déception par rapport à la campagne, et nous ça on l'a mesuré, alors pas tant dans nos enquêtes quantitatives que dans un dispositif qualitatif qu'on avait mis en place avec un think tank concurrent de la Fondation Jaurès, donc je n'ose pas les citer. Bon, voilà, on a suivi une cohorte de Français, une centaine, pendant des mois, et on a dialogué avec eux de manière... Voilà, c'était un dialogue, et ils nous ont dit que cette campagne, après 2 ans de Covid, ils pensaient qu'on allait parler problèmes sociaux, école, éducation, santé. Ils ont trouvé qu'on en parlait pas suffisamment, et en tout cas il y avait un peu un bruit médiatique qui a été très autour justement de l'agenda imposé par Éric Zemmour pendant tout l'automne jusqu'au congrès LR, qui lui aussi a été sur cette thématique très droitière, et il y a eu une forme parfois de déception de la part des Français, et ça, les enquêtes d'opinion en quali ou en quanti permettent de l'appréhender. C'est ça qui est intéressant, plus que la course des petits chevaux. Oui, mais Mathieu, c'est vrai aussi, si on essaye d'être honnête, de balayer un peu devant notre porte, que c'est aussi un objet facile à commenter dans une émission. Bien sûr, c'est souvent une question de facilité, vous voyez ce que je veux dire. C'est souvent vrai. J'ai sans doute cédé à cette facilité de temps en temps, évidemment. Non, bien sûr, et c'est vrai que c'est souvent... on est dans les petits chevaux en ce sens où on regarde comment ça se positionne, mais après... les journaux télévisés regardaient les 20 heures ils avaient chacun leur sondage, mais ils donnaient pas la course des petits chevaux tous les jours. L'utilisation des Rolling, elle se fait surtout sur les réseaux sociaux par les gens qui en sont friands, et les premières personnes qui en sont friandes, il faut rappeler, c'est quand même le monde politique qui les commande et qui se dit où j'en suis. J'ai pris un demi-point, c'est peut-être parce que j'ai dit ça dans une interview, ça a imprimé, les gens ont retenu, n'importe quoi. Les gens, la moitié des gens connaissaient pas la moitié des candidats. Donc il faut pas non plus se gargariser avec les sondages. C'est une facilité médiatique quand on fait sa une sur un sondage. Moi, je trouve que c'est un outil journalistique quand c'est en complément d'une enquête, d'un reportage, d'un portrait, d'une analyse. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. On est d'accord. C'est pour ça qu'il y a cet équilibre, cette subtilité dans ce débat. On essaie toujours de le maintenir. Éric Kerrouche, c'est vrai ce que dit Mathieu sur je le disais tout à l'heure, un peu provocateur en disant qu'il est le plus accro, mais il y a quand même, on voit des inflexions de campagne, de sondage, de campagne électorale en fonction des sondages, c'est une évidence. J'essaye pas, alors de la même façon que vous, j'essaye pas de me défausser en disant que bien entendu, non, mais les sondages sont forcément importants parce que, pas à un moment T, et c'est souvent d'ailleurs, je pense que certains politiques devraient faire un petit peu de méthodologie des sciences sociales de temps à autre. À un moment T, ça sert pas. Mais effectivement, la question, c'est la question de la dynamique. Et c'est ça qu'il faut appréhender. Voir au jour le jour sa montée ou sa descente et penser qu'effectivement, tel machin qu'on aurait pu dire la veille à un congrès a fait que le demi-point est acquis, c'est complètement fallacieux. C'est plutôt la dynamique qu'il faut pouvoir... appréhender et voir justement si on est dans la bonne ou la mauvaise. Alors, est-ce qu'il faut
changer de méthode ou en tout cas en instaurer de nouvelles règles au sondage et aux médias surtout qui les publient. Écoutez ce qu'en disait Thomas Piketty. Alors on n'est pas dans cette campagne présidentielle, on est dans la précédente. Il conseillait à l'époque, il était dans l'équipe de Benoît Hamon. On est le 12 avril 2017, on est à moins de 2 semaines du premier tour. Il y a un vrai sujet sur le fait qu'on n'oblige pas les instituts de sondage à révéler leurs soi-disant secrets de fabrication, qui sont des trucs totalement foireux, qu'on les oblige pas à publier uniquement des intervalles de confiance et non pas des points. C'est pour alimenter le débat, faire du buzz. Plus de camelote, alors que s'ils avaient leurs intervalles de confiance à chaque fois, évidemment, ils seraient bien obligés d'en faire moins, parce que tout le monde se rendrait compte que toutes ces discussions sur un tel a pris 1 point ou un tel a perdu 2 points n'ont absolument aucun sens. Alors, on va voir quelles sont les règles en vigueur. Je propose à Audrey Vettas de nous rejoindre une nouvelle fois sur ce plateau. Rebonsoir Audrey. Sondage encadré par une loi qui date pas d'hier. Oui Thomas, rendez-vous compte, il s'agit d'une loi du 19 juillet 1977 qui fait encore référence. Elle encadre à l'époque les sondages électoraux diffusés par les organes de presse. Nous sommes quand même à une époque où l'Internet grand public n'existe pas encore. Évidemment, depuis, les choses ont bien changé. 2 chiffres pour vous donner une idée. En 1995, on compte 157 sondages réalisés dans l'année. Aujourd'hui, il y en a à certaines périodes jusqu'à 5 par jour. Et donc en 2011, le Sénat décide d'encadrer tout cela. Avec une proposition de loi transpartisane portée par les sénateurs socialistes Jean-Pierre Sueur et le républicain Hugues Portelli. Ils veulent rendre la publication des sondages plus transparente. On a beaucoup de sondages aujourd'hui qui traitent des questions politiques, mais qui sont en dehors du champ de la loi. Or, la distinction entre les sondages politiques et les sondages électoraux est de plus en plus insaisissable, puisqu'on fait aujourd'hui des sondages électoraux quasiment toute l'année, et même les années où il n'y a pas d'élection. Le texte est voté à l'unanimité au Sénat, mais il ne sera jamais inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Il faut attendre 2016 pour que cette proposition de loi soit adoptée sous la forme cette fois d'un amendement dans un texte plus large sur les élections. Tout sondage doit désormais être accompagné du nom de l'organisme qui l'a commandé, de celui qui l'a réalisé, de celui qui l'a financé. Ensuite, toutes les questions doivent être envoyées à la commission des sondages qui encadre cela. La marge d'erreur des résultats publiés ou diffusés doit être indiquée, tout comme les critères de redressement dont vous avez parlé tout à l'heure. Merci beaucoup Audrey. Adélaïde Zulfi-Karpasic, cette histoire de marge d'erreur en quelque sorte. C'est vrai qu'elle est proposée, on peut la lire, alors en général on la lit en microscopique et donc ça passe totalement inaperçu. Est-ce que ça c'est une potentielle amélioration? C'est-à-dire que plutôt que de donner un chiffre qui peut être redressé, qui peut être une moyenne, etc., donner la marge finalement. Alors plus qu'une fourchette, quoi. Plus qu'une potentielle, c'est une réelle. Dans la campagne électorale qu'on vient de vivre, plusieurs instituts, dont BVH, j'ai oublié de le dire, on a présenté dans nos rapports d'études non plus nos graphiques avec un seul chiffre, mais bien en fourchette. Ouais. Et donc c'est vrai que visuellement, vous voyez quand 2 candidats qui sont l'un à 19%, l'autre à 18%, vous voyez qu'en fait, en mettant des marges d'erreur de manière colorée, vous voyez qu'en fait, ils sont au coude à coude et dans un mouchoir de poche. Donc on l'a fait. Beaucoup de mes confrères l'ont fait également. La question, c'est celle de l'utilisation qui en est faite par les médias. Autant sur un... c'est pas un bon titre si on... C'est pas un bon titre, mais je dois quand même saluer l'effort qui est fait, y compris par des médias, un média audiovisuel, et je pense à notre partenaire qui était une radio. C'est pas évident de dire en radio, mais ils ont fait cet effort de dire systématiquement Marine Le Pen serait en seconde position avec un score compris entre... Et ils l'ont rappelé à chaque fois. Alors c'est sûr, quand vous êtes sur un 51-49 sur un second tour, ça fait moins rêver qu'un... Voilà, on peut moins affirmer qui est le gagnant, mais c'est vrai que je pense qu'on a tous à gagner de cet effort et voilà, et il y a une vraie évolution de ce point de vue depuis la dernière campagne électorale. Antoine Bristiel, s'il y a une évolution, une proposition qui vous semble potentiellement efficace? Peut-être pas une proposition directement sur les sondages électoraux en eux-mêmes, mais parce qu'on parle que de ça depuis tout à l'heure, du sondage électoral, alors qu'en réalité, le travail d'un institut de sondage, c'est pas seulement pour une élection, finalement, les intentions de vote et ce genre de choses. Et d'aussi s'intéresser davantage plus aux valeurs et à toutes les enquêtes quantitatives qui peuvent être faites sur ce genre de thématiques et qui permettent davantage d'avoir de billes, finalement, pour expliquer ce qui se passe dans la société que de juste s'intéresser à la course de petits chevaux avec de sondages électoraux au moment d'une élection. Ouais. Éric Kerrouche, vous sortez de ce colloque qui a été organisé au Sénat. Ça peut aboutir à des propositions? Ça peut aboutir à une réforme éventuelle? Alors des propositions, sans doute. L'idée, c'est que les techniques ont changé dans le temps, voir si la loi est encore, j'allais dire, en phase avec la réalité des pratiques. Elle perd un peu plus de transparence. Audrey parlait tout à l'heure de ce que
des données, ou plus exactement des renseignements qui doivent être fournis dans le cadre d'un sondage. Mais certains sont publics, d'autres ne concernent que la commission des sondages. On peut peut-être aller vers une plus grande transparence. Puis il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, quand on répond à une question, mais en fait, l'effectif des gens qui sont sûrs d'aller voter sur cette question, ils sont de 350 sur 1000, et qu'on se base sur des échantillons plus petits que celui qui est l'échantillon premier, ça pose des difficultés. Il y a des renseignements qu'on peut donner en plus, mais ce qu'il faut, et là, il faut vraiment l'accorder aux différentes entreprises et instituts de sondage, il y a dans le temps une progression vers la volonté de donner de plus en plus de renseignements au-delà des simples chiffres et des simples résultats. Et je pense qu'il faut conforter cette tendance parce qu'elle bénéficie au débat démocratique. Ouais. Sur les dates auxquelles les sondages sont autorisés, moi je me souviens d'une époque où il n'y avait pas de sondage dans la dernière semaine qui précède le vote. On a entendu des soutiens d'Éric Zemmour demander à ce qu'on revienne à ce système-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pas d'avis complètement arrêté sur le sujet, même si je pense que c'est un peu un débat. Il faut sanctuariser la dernière semaine en quelque sorte, quoi. Oui, on peut la sanctuariser du point de vue des sondages, mais vous pourrez toujours aller sur les réseaux sociaux et trouver un sondage qui vient de Belgique, donc on peut, et c'est assez hypocrite. Oui, en fait. Oui, parce que d'autres vont continuer, notamment les partis politiques, de commander des sondages et être les seuls à les avoir. Voilà, et ça pose la question de l'accès à l'information et pourquoi certaines élites y auraient accès ou certaines personnes et pas l'ensemble du grand public. On fait comme si Internet n'existait pas. C'est ça. C'est aberrant. Les instituts doivent faire preuve de plus de transparence, c'est sûr. Nous, les médias, de plus de pédagogie. C'est vrai qu'on doit expliquer aux gens comment on a commencé à le faire, ce que c'est qu'une marge d'erreur, ce que c'est. Les politiques, peut-être plus de modération dans la consommation des sondages. Et puis après, les gens qui les reçoivent, peut-être de moins d'instrumentalisation, parce qu'un sondage, vous le vilipendez quand il vous déplaît, vous le célébrez, vous le poussez en avant quand il vous plaît. Et parfois, ce sont les mêmes qui suspectent les instituts d'être payés par tel ou tel de faire monter l'opinion. Il faut se souvenir qu'on est quand même en démocratie, que la chose qui fait le vote, c'est quand même le bulletin, c'est pas le sondage. Ouais. D'ailleurs, ça coûte combien ? Ça coûte combien ? Ça coûte pas très cher. Et d'ailleurs, on l'a dit. Ça peut être un problème. Mais Brice Ceinturier l'a rappelé. Alors, il y a les sondages que vous allez faire pour des candidats, mais les sondages qu'on fait en partenariat avec des médias. Brice disait que pour le panel électoral, on a du mal à rentrer dans nos frais parce que c'est aussi un enjeu pour nous. Ça représente quoi ? Pardon, on rentre un peu on ouvre la cuisine, mais c'est quoi ? C'est quelques dizaines de milliers d'euros. Alors la donnée est beaucoup moins chère qu'elle n'était quand c'était du téléphone ou du face-à-face. Et pour vous donner un ordre de grandeur, une enquête par Internet, si vous voulez demain faire une enquête par Internet et acheter 1500 réponses à des questionnaires, ça va vous coûter, juste la partie terrain, même pas 5000 €. Et après, il y a la question de l'intelligence qu'il y a derrière, de l'analyse, de la méthode, et donc c'est ça qu'on cherche à valoriser, c'est le temps qu'on va passer dessus. Mais c'est pas très très cher, et c'est vrai que vous avez raison, c'est sans doute un problème. Et alors, autre question, que représentent les sondages politiques dans le chiffre d'affaires C'est 1%. Même pas, c'est les sondages politiques par rapport même. Il faut dire que les instituts de sondage ont une économie qui est organisée surtout autour des études marketing, mais même dans un département comme le mien, qui est un département qui ne fait que des études d'opinion, ça représente moins de 5%. Parce que le gros de nos études sont des études d'opinion qui visent à éclairer les décideurs économiques, publics. Voilà. Donc c'est pas grand-chose. Mais il y a un enjeu fort de visibilité et de crédibilité, donc on fait pas n'importe quoi. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h et 22h pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis, votre prochain rendez-vous politique, vous le voyez, dans la matinale, Oriane Mancini reçoit Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Belle soirée.